l'aviation, ça a changé la vie et les rêves sont souvent et ça a conduit un certain nombre d'entre nous, aviateurs, à prendre ce recul et à l'exprimer en écrivant. Tout à l'heure, j'ai croisé un ancien de la patrouille de France, Patrick. Le livre le plus lu, en dehors des livres sacrés, évidemment, en dehors de la Bible, du Coran, du petit livre rouge, la vie éternelle. Sous nos pieds, là-bas, dans les feux de l'enfer, c'est l'enfer. Et dans le ciel, c'est le paradis. Donc, Irène est au paradis. Mais il n'y a pas qu'elle, dans toute la bande qui habite cette plateforme, qui a volé sur cette plateforme, qui a participé à différentes époques. Ça, c'était il y avait en effet secondaire, c'était entre les années, à partir des années 1900, a été le lieu où pour reprendre un mot bien français, introduisant racine grecque ou latine, je sais très bien. Clément Ader, qui avait volé juste un peu avant l'arrivée c'était un vol qui n'était pas contrôlé, que tout simplement il avait perdu terre, pour reprendre de visionnaires et finalement de gens absolument pas réalistes et raisonnable. Tout ça c'était transposé en France et cristallisé autour d'un lieu, une espèce de club à l'anglaise, à la manière un peu le partenaire privilégié, le co-organisateur du temps de Zélis, auquel nous allons assister cet après-midi. Dans les salons de l'Aéroclub de France, on côtoyait à la fois des personnages qui étaient immenses industriels de l'époque, notamment Henri de Stelmer, qui était un des premiers pétroliers de l'histoire, et puis des mécanos, des mécaniciens. Il y en avait un par exemple qui était d'origine italienne, et c'était le roi de la mécanique de l'époque, l'un des rois de la mécanique de l'époque, il s'appelait Anzani, dont la maîtrise et le contrôle étaient pour le moins aléatoires, gardés stables. Sur l'aile supérieure, il y a marqué Pégou, le nom du pilote d'essai le plus célèbre de la firme Blériot. Le Blériot 11, piloté par Stéphane Canu. Le Morane H qui est en train de se poser là-bas tout au fond à gauche. Le Morane H qui symbolise les aventures de M. Léon Morane et quelques autres ingénieurs de l'époque. Le Morane H fait partie des avions qui, après que Louis Blériot ait fait traverser la Manche à son Blériot 11, comme celui que vous venez de voir dans le ciel, un peu plus tard, un Morane H avait réussi d'un seul coup d'emplir un vol de 40 km doté par quelqu'un qui n'était absolument pas un tennisman. Les seules photos qu'on a de lui avec une raquette à la main vous montrent tenant la raquette un peu comme un arrosoir. Il s'appelait Roland Garros. Il était rugbyman, il était coureur automobile et motocycliste. À preuve la moto que vous voyez. Le Blériot 11 qui évoque celui de Louis Blériot pour la première traversée de la Manche, qui avait fait dire à la presse britannique de l'époque que l'Angleterre n'était plus une île. Vous vous rendez compte, pour des Anglais. Donc le troisième de ces avions, le De Perdussin, est piloté par Anthony Pichon. C'est celui qui est sur la piste, qui est en train de quitter la bande d'atterrissage et de directionnel où un avion devient un porteur d'armes et s'en va combattre contre d'autres avions qu'il essaye d'abattre. Et la dernière représentation, matérialisation du Morane H, en fait, de l'avion de chasse, c'est le Rafale, et on en verra un tout à l'heure, piloté par Monsieur Schuss. Tout le monde ne croyait pas le but de manier
observé d'abord depuis le ciel, puisque tout début, on s'est dit, mais quand il Fokker, qui était un Hollandais qui avait raisonné en disant, si on veut avoir un avion qui assure la maîtrise du ciel, il faut que ce soit une espèce de boule, il faut que ce soit une petite chose extrêmement manœuvrante. Et il avait imaginé ce chasseur phénoménal avec 3 ailes, tout son triplan, qui en fait avait été développé pour l'époque quasi illimitée afin de développer l'arme aérienne allemande. Lui et d'autres constructeurs allemands avaient donné à l'Allemagne une assise industrielle bien développée, voire mieux équipée que les autres belligérants, la France, l'Angleterre, l'Italie en particulier. Et puis les Anglais et les Français se sont rien tel que ça pouvait être vécu dans le ciel de France, non loin d'ailleurs d'ici, à l'est d'ici, en face de nous, quand vous regardez de l'autre côté de la piste, de l'autre côté des arbres, et bien, à 80 km d'ici, vous avez les champs de bataille qui sont entrés dans l'histoire, vous avez un peu plus loin, vous avez Verdun. Tous ces villes qui sont de célèbres volontaires américains engagés dans l'armée de l'air française, au sein d'une escadrille qui avait été baptisée Lafayette, en hommage au marquis de Lafayette qui était avec les Américains dans l'indépendance de la Ces avions s'affrontaient avec des avions allemands comme le Fokker, réflexe magique que tous les combattants du monde, dans toutes les armes d'ailleurs, ont adopté depuis toujours, à savoir des blasons, des insignes, aujourd'hui on dirait des logos, mais le logo c'est commercial et ça ne l'était pas, qui est apparu en un an et demi, est devenu une des caractéristiques de cette Première Guerre mondiale, à savoir l'aviation du combat, l'aviation de chasse. Le ciel, le SO-5 britannique, et en face du SO-5, un personnage qui évoquait, et d'ailleurs c'était devenu son surnom, qui évoquait terriblement le plus grand des pilotes de chasse allemands de la Première Guerre mondiale, Manfred von Richthofen, le baron von Richthofen. Eh bien, Richthofen ressemblait terriblement, presque à un jumeau. Georg Schumacher, pilotant une Ferrari toute rouge, avait très vite été surnommé le Baron Rouge. Si je suis tué dans mon avion et si je suis blessé, je saignerai et je ne veux pas que l'on voit le rouge de mon sang. Donc il avait fait peindre son Fokker triplan en rouge, avec des rubans rouges accrochés au haubans au bout des ailes. Et donc ça avait été un grand moment finalement de fraternité aéronautique. Au roulage, le Fokker triplan, avion phénoménal, un avion terriblement du Fokker qui était pas simple, c'est Philippe Siepiela qui le pilotait. Le deuxième Bruno Marnier, le commande les deux.
Cette reconstitution de précision A nous vient donc de Pologne. C'est la première fois qu'ils viennent du côté de chez nous. Et cette troupe, parce que ça fonctionne exactement comme le boulot, je vous signale au passage que le travail consistant à réentoiler les carcasses d'avions qui sont mises à mal pendant les bombardements, le camion, la plateforme arrière du camion qui elle aussi prend un coup de chaud pendant qui était l'ambiance quotidienne pendant pratiquement les 3 dernières années de la Première Guerre mondiale, qui ont récupéré ces matériels militaires pour essayer de faire de l'aviation autre chose que de la guerre et du combat, mais essayer de faire de l'aviation une activité de transport, une activité de commerce. En France, il y a des personnages comme Pierre-Georges Latécoère qui, dès 1919, ont essayé de lancer le concept d'aviation de transport, mais au départ, les avions étant petits, il ne s'agissait pas tellement de transporter des passagers. Avait cette machine à la fois comme avion d'observation au début, puis ensuite comme avion école, avion d'entraînement militaire. Et la paix revenue, plusieurs aviateurs s'étaient mis en tête de finalement démontrer les possibilités de l'aviation en matière des matériaux. On les retrouve dans quelques instants, une fois qu'ils sont montés au ciel. Donc dans le ciel, là-haut, au-dessus de nous, ce caudron G3, mutation, montrer au public et au gouvernement sud-américain l'excellence de ces matériels. Le G3 qu'il avait envoyé là-bas était piloté non pas par un aviateur, mais par une aviatrice, un tout petit bout de femme, extrêmement frêle et presque ténue, un tout petit gabarit, une fille a priori qu'on voyait plutôt très douce et très classique dans ses centres d'intérêt. On la voyait bien faire de la couture et de la dentelle, comme on faisait à l'époque, on la voyait bien jouer du piano classiquement. Mais en fait, cette fille-là était un véritable dragon. Elle était partie en Amérique du Sud avec un objectif, celui d'être la première personne humaine à survoler la cordillère des Andes et à aller se poser, en étant parti du côté argentin, à aller se poser au Chili, du côté de Santiago du Chili. À bord de cet avion extraordinaire qui ressemble à une collection de portes de grange réunies par des morceaux de charrette et avec un moteur de 80 chevaux, Adrienne avait, alors que tout le monde l'a donné pour suicidaire, elle avait décollé au pied des Andes, du côté de Copiapó, et elle avait réussi à gratter les ascendances de la montagne. Elle savait que oui, il y avait des bestioles qui volaient à très haute altitude, des vautours dans les Andes qui volaient jusqu'à 6000 mètres d'altitude, mais elle voulait non seulement voler à 6000 mètres et passer la cordillère, mais traverser et aller de l'autre côté, changer de ligne, qui est aviatrice française et qui va suivre une vallée. Ils sont un peu minces à l'arrière, ils peuvent monter à 3 sur la banquette derrière. Un avion doté d'un moteur en étoile américain extrêmement doux, presque un moteur de voiture américaine, peu bruyant, très doux. Ce Stinson Gullwing, ce Stinson Gullwing, ayant des dimensions continentales de côte à côte, il fallait proposer aux hommes d'affaires, de business, qui était un nom anglo-saxon, commencer à avoir le concept de l'aviation commerciale, de l'aviation pour tout le monde. Celle qui d'un seul coup allait raccourcir la planète. Il faudrait quelques décennies de plus, mais la planète allait être raccourcie.
pendant cette époque-là, continuait d'exister en France, puisque les Français existait toujours cet aéroclub. Cette nouvelle manière de vivre qui était l'art de voler. Aujourd'hui, l'Aéroclub de France existe toujours et c'est la plus vieille association des gens au monde. Catherine Monory, qui en aviation a quasiment tout fait, sauf peut-être voler dans l'espace, et encore, ça risque de lui arriver un jour. Catherine a d'abord été hôtesse de l'air à Air France, et puis après avoir fait des études de théologie, et Catherine, dans les années 2000, et c'est elle qui est là-haut dans le premier de ces deux avions de voltige. Catherine Monory, présidente, elle aussi hôtesse de l'air. Et cet aéroclub qui habite à Paris, près de l'Arc de Triomphe, rue Galilée, évidemment, ça ne pouvait pas être l'adresse avec les pilotes d'essai, les pilotes de ligne. Et dans le ciel, vous avez 4 autres membres de l'Aéroclub de France, dont certains siègent d'ailleurs au comité directeur de l'Aéroclub. Il s'agit de la seule patrouille acrobatique sur avion à réaction actuellement en fonction en Europe. La patrouille Tranchant, du nom de son sponsor, les établissements Tranchant, casinos en tout genre. Et le leader est donc un membre de l'Aéroclub de France, est un jeune pilote de ligne, jeune commandant de bord à Air France, du Bel Air, et ensuite fils de lui aussi commandant de bord à Air France entre autres. Et Pierre vient de passer, il fait partie des très rares pilotes dans le monde qui ont passé le cap des 30 000 heures de vol. C'est mythique, 30 000 heures de vol. Aujourd'hui, je pense d'ailleurs que ça doit en faire pratiquement le doyen des pilotes français. Ils ne sont pas nombreux ceux qui ont passé les 30 000 heures. Et puis dans l'autre aile, il y a Dominique Loipre. Dominique est un des types les plus amicaux, les plus humains qui puissent être rencontrés dans l'espace d'une vie. Dominique est pilote d'avion d'affaires qui immédiatement ont répandu du béton dessus, et aujourd'hui donc les habitants, les citoyens qui vivent à proximité de Guyancourt, au lieu d'avoir la verdure de l'aérodrome devant les yeux, ils ont quelques centaines de maisonnettes devant les yeux, et le trafic où ils font des barbecues tranquillement les beaux jours. Et ils vont évidemment très certainement demander un jour ou l'autre la fermeture de cet endroit polluant et qui leur gâche la vie. Ainsi va la vie ces temps-ci. Et le quatrième, donc, le voici, c'est lui qui tourne des boucles autour de ses 3 camarades. C'est Jacques Trine et Jack. Ce type folle comme... Allez, on va oser des comparaisons. Quand vous voyez un film de Rudolf Nureyev en train de danser, vous vous étonnez en disant comment se fait-il qu'un humain soit capable de faire quelque chose d'aussi gracieux, d'aussi construit, d'aussi maîtrisé. Et Jack, quand il vole, c'est pareil. Il est donc en position de charognard, c'est lui qui est derrière le leader, à l'arrière de la formation. La voltige aérienne, lorsqu'elle est pratiquée à plusieurs avions, c'est ce qui est de l'attente de son éditeur, Pierre Paquet. Dans le ciel, vous avez donc les 2 derniers membres de cette patrouille de l'Aéroclub de France. Celui qui est dans le biplan bleu et blanc. Et Bob Boileau, dont parfois le nom m'échappe, parce que pour moi c'est un type qui symbolise, il matérialise en forme humaine
Denis la Menace. Vous vous rappelez dans les bandes dessinées américaines de Denis la Menace? Eh bien Bob, c'est Denis la Menace en grand. Il était lui aussi pilote militaire, pilote à la patrouille de France. Et après son temps dans l'armée, eh bien, il est entré à Air France où il est désormais commandant de bord pour qui piloter est un acte culturel. C'est un analyste de la trajectoire. Regardez-les s'ils sont beaux. Devant, Nicolas Ivanov, Bob Boileau, Denis la Menace, Éric Vazay, Catherine Monory et Aude Le Mordant. Aude qui est très certainement, je dirais que les Français, à l'issue par exemple des Jeux Olympiques, nous ont ramené un certain nombre de médailles d'or et on en est content. Mais quand même actuellement, la sportive et le sportif français de haut niveau le plus titré, enfin bon, il y en a d'autres, mais l'un des sportifs français de haut niveau le plus titré, en titre de champion du monde, de meilleur, plus gros titre mondial, et bien Aude est très certainement non seulement la Française championne du monde la plus titrée, mais également sans doute la plus charmante. Je me risque à proférer ce genre de choses, sachant que son mari, qui lui-même est un pilote de très 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 haut niveau et qui est par là. Alors, le pilotage, c'est à la fois un art, finalement une trajectoire, c'est une mélodie. Ça se déroule comme une mélodie. Et tiens, voilà, pour terminer, l'éclatement de l'Aéroclub de France 2021. Que constitue à chaque fois le décollage d'un engin qui quitte le sol, une machine volante, et qui va faire quelque chose dans le ciel. En 2019, avant le début de la pandémie qui nous occupe un peu ces temps-ci, eh bien, il s'est vendu et les couples se sont retrouvés. Si vous avez votre cousin qui habite à La Réunion, eh bien, vous êtes content de prendre un avion d'une compagnie aérienne pour aller retrouver le cousin à La Réunion. Vous êtes content de devenir planétaire. Avant, les humains étaient confinés. Et vous savez ce que veut dire ce mot, puisque vous l'avez vécu. Les humains étaient confinés à l'intérieur de territoires restreints. Au début, on vivait dans un village, vivre dans le monde, sur la planète. Et les humains, c'est une race de voyageurs. On n'y peut rien, c'est comme ça. Depuis toujours, les humains ont voulu voyager. Et donc l'avion a été la réponse la plus intelligente, sans doute imaginée par les spectateurs. Ces 4 milliards de billets d'avion utilisés il y a 2 ans, ils ont été utilisés par des machines volantes qui servent pour l'instant en charbon. Ah, c'est bien ça. Alors nous, on vient nous dire et nous chercher des coups dans la tête, parce que c'est vrai que nos avions... On reviendra tout à l'heure sur ces histoires de transport aérien, parce qu'on a quelques avions quand même qui ont fait l'histoire de l'aviation dans ce domaine à vous montrer. Là, bon, pour l'instant, on revient à ces cataclysmes qui ont le neveu de Kostya Felzer est à côté de moi, il s'appelle Gérard, et Gérard Felzer qui a dirigé le musée de l'air, présidé l'Aéroclub de France et d'autres, et qui a longtemps commandé les longs courriers d'Air France, lui aussi. Donc, ces temps-ci, Léon Paul est avec des entités féminines et en particulier dans l'aviation. Il y a eu des groupes entiers de Polikarpov semblables à celui-ci qui étaient pilotés et entretenus par des femmes. Il n'y avait que des femmes dans ces groupes féminins. Qu'il y avait des troupes allemandes stationnées. Eh bien, elles larguaient leurs bombes. Et c'était peut-être plus de l'action psychologique que de l'action militaire proprement dit, mais ça faisait de ce qu'on appelait là-bas à l'époque la Grande Guerre patriotique.
encore un moment d'histoire de l'aviation et encore une anecdote, si on peut appeler ça une anecdote, parce que c'est du domaine de la grande légende et de la saga. Je suis d'ailleurs, ce qui est toujours surprenant quand on va en Russie, il est sorti, il dit vous êtes français et il nous a embrassés. Dans le ciel, une fabuleuse patrouille. Quand on parle de transport aérien, on pense évidemment au transport aérien civil. Le classement des 10 engins qui avaient permis la victoire, et ben c'est celui-là qu'il a cité, c'est le Douglas C-47, une armada d'avions semblables à celui-là ont largué quelques milliers de parachutistes de nuit. Certains ont malheureusement laissé leur vie et il n'y a qu'à se balader dans les cimetières alliés de Normandie pour se pénétrer de la réalité de ces choses en voyant le nombre de tombes qui sont alignées. Et d'autres par contre ont sérieusement participé à la libération de ce pays, de notre pays, en étant les premiers à combattre sur le sol de France en 1944. L'avion, le C-47, que les Anglais avaient baptisé, l'avion de transport civil ou militaire d'ailleurs, le plus extraordinaire de toute l'histoire, était demi-volant. Et puis, enfin tout à l'intérieur de cet avion vous dit, mec, t'es plongé dans la mer connu, qui s'appelle Jacques Aboulin, c'est un des grands seigneurs du pilotage classique à la française, puisqu'il a même été le patron de l'école civile qui forme les pilotes de ligne français au compte de l'aviation civile française, la DGAC, et l'autre. Le C-160 Transal va se poser devant vous. Plus précisément de l'escadron de ces moteurs équipés de plus de 10 000 chevaux. Voilà le C-160 Transal qui décolle devant vous pour une démonstration. Et voilà le passage devant vous du Transal, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à une démonstration. Mesdames, Messieurs, effectivement, dans quelques instants, vous allez assister à une démonstration d'assaut sur tout type de terrain, y compris à l'issue d'une Ces méthodes sont notamment partagées avec notre partenaire allemand dans l'armée de l'air, assure la formation tactique des équipages sur la 400M. En comparaison avec ses prédécesseurs, comme le C-160 Transal qu'on vient de voir,
puissance de 44 000 chevaux développée par ces 4 moteurs permet à l'Atlas de monter et de dégager rapidement l'axe de piste pour se représenter au public du transport dans les gares et de l'espace. Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une excellente fin de meeting. Merci messieurs. Et nous revoici plongés au décollage. 4 des avions pour les aviateurs français. Ça, c'est de la grande légende. On est à plus de 40 km d'un aérodrome, en herbe, un peu un endroit comme celui-ci. Et donc, à partir de 1946, on s'est remis à voler en France. Les aéroclubs ont ouvert de nouveau. S'équipant d'avions, de petits avions évidemment, qui permettaient de voler à pas trop cher et de manquer de pilotes. Quasiment pas formé pendant toute la guerre. Il fallait tout relancer. Et l'aviation légère électrique, puisqu'il y a un représentant qu'on verra voler, je crois, tout à l'heure, un petit biplace école à propulsion électrique. Mais à l'époque, vous avez les comparaisons. Le comportement en vol du Stamp, ça ressemble un peu à la blanquette de veau réussie. Ouais. Si vous aimez la blanquette de veau, on est quelques-uns ici à l'aimer. La blanquette de veau. Dans les pires cas, évidemment, les cas les pires, c'est de la purée, c'est de la double zéro, c'est de la purée. C'est comme la crème anglaise, exactement, mais là, on s'égare, on parle d'aviation anglaise. Donc, le Stamp, les commandes de vol du Stamp, c'est quelque chose qui est la blanquette quand elle est réussie. Vous mettez le bord de la casserole, la blanquette est réussie. Les commandes de vol du Stamp, le manche du Stamp, les sensations que le Stamp vous procure, c'est très exactement ça. Le Stamp, c'est un avion moelleux. C'est un avion délicieux, il n'y a pas de... Le seul défaut, c'est que ce qui fait des grumeaux dans le plaisir de faire voler un Stamp, c'est les vibrations du moteur en ligne Renault, du 4 cylindres Renault en ligne, qui effectivement, ça vibre un peu. Et donc, c'est ce qui fait les grumeaux dans la blanquette pour la différencier d'une blanquette totalement et absolument réussie et parfaite. Toujours est-il que le Stamp a servi de salle de classe volante à des générations et des générations d'aviateurs français. Ça a formé des pilotes. Ce qui est très drôle, c'est que quand on regarde, lorsque Concorde est entré en service, quand vous regardiez le curriculum vitae de tous les gens qui étaient amenés à voler sur Concorde au sein d'Air France, par exemple, et vous voyez qu'ils avaient quasiment tous fait, ils étaient pratiquement tous passés par l'École nationale de l'aviation civile à Saint-Yan et qu'ils avaient tous appris à piloter sur Stamp. Imaginez. Qui aujourd'hui fait que tous les avions de ligne se ressemblent, et si vous vous demandez d'où vient l'architecture générale des avions de ligne actuels, avec les réacteurs accrochés sous des ailes en flèche, des becs de bord d'attaque, etc., ça fait un bail. Donc la Lufthansa, dans les années 30, allait jusqu'à Pékin avec des avions comme celui-ci, et c'était des voyages fabuleux. C'était avant le transport aérien, c'était encore le voyage aérien. Imaginez-vous là-dedans, dans des avions, des moteurs BMW, vous vous rappelez les vieilles motos BMW, c'était un peu le même bruit que le
repris par mon maître musical, à savoir Gilbert Courtois, qui me dit « Mais c'est pas du bruit, c'est du son ». Oui, très bien. Donc, dans le son des moteurs BMW du trimoteur en question, qui, vous le voyez, est d'ailleurs manipulable avec enthousiasme, puisque on vire quand même à 60 degrés d'inclinaison sans hésiter. Et bien on allait jusqu'à Pékin en 6 jours. On partait de Francfort ou de Berlin, plutôt de Berlin où l'aérogare extra raffiné en matière de métallurgie en particulier, avec des moteurs extraordinaires, à la fois puissants, légers et solides, finalement faciles d'entretien. Regardez le J52 à basse vitesse et entendez le J52 à basse vitesse. Là on est à 110 km/h. Après tout, quand on regarde les horaires de transport aérien des années 37, 38, 39, ben on se rend compte que, compte tenu des soucis qu'on a aujourd'hui autour du transport lui-même, c'est-à-dire qu'on arrive à l'aéroport, on doit passer à la sûreté, etc. En fin de compte, le voyage était tout aussi rapide à l'époque. Les au mur du son, les dispositifs hypersustentateurs, bord d'attaque, bord de fuite. Pour ce qui est des aviateurs allemands, c'était des jeunes gens et grâce à la volonté de l'État nazi, l'apprentissage du pilotage était quelque chose d'extrêmement... C'était pas facile parce qu'il fallait passer par des séries d'examens qui étaient très sélectifs, mais c'était répandu et finalement 354 victoires aériennes homologuées. Voilà que je me trompe. 354 victoires aériennes homologuées quand le plus grand pilote de chasse de la Royal Air Force, Johnny Johnson, survécu, alors que les autres ne faisaient la guerre que par tour d'opération, c'est-à-dire qu'ils avaient quelques mois d'activité, des snobs, les aviateurs allemands. Racontent des histoires d'avions, ils picolent, ils sont bien habillés, ils se sont foutus de la gomina plein les cheveux en arrière du Pinto, là. Ils sentent bon. Et les filles, évidemment, les filles des îles Hawaï de l'époque sont déjà bien bronzées. Hein, bon. Et c'est le bonheur, quoi. C'est la soirée, il ne se passe rien de très remarquable. On est en décembre. En décembre, il est en train de faire des évolutions un peu serrées et le pilote, l'élève pilote est surveillé par une instructrice qui s'appelle Marilyn, pas Monroe, mais elle s'appelle Marilyn quand même. Elle est instructrice, elle est assise en place arrière du télé, enfin pas la télé, mais laisse les écrans allumés en disant on va rester un peu plus longtemps, on va quand même surveiller, on va voir ce qui se passe. Et ça se passe, mais il y a un truc qui ne va pas parce que les échos qu'il a montrent que la formation d'avion provient du nord et non pas de l'est. S'ils arrivaient de Californie, ils viendraient de l'ouest. Voici ce qui arrive. Survolant les reliefs du nord de l'île, tombant du ciel.
Imaginez-vous dans votre T40 en train de rouler, pas de voler encore, de rouler simplement avec la verrière reculée, les coudes à la portière et en train de flasher votre cul. Très français dans son comportement. Il y en a d'autres qui sont... Mais ce qui est drôle, c'est que les grands orchestres du ciel sont terriblement marqués par la culture nationale. Les Italiens, ils volent comme les Italiens. D'ailleurs, les Italiens volent au son. C'est très technique et parfois un peu froid. Et certains disent un peu facile. Les Anglais, ils volent comme des Anglais. Ils sont absolument sidérants. Mais néanmoins la patrouille de France, normalement, on doit la voir arriver dans quelques instants. Mais on a pensé que les grands orchestres du ciel qui pratiquent la voltige en patrouille lourde, la voltige en patrouille à 4, c'est déjà compliqué. Et c'est aussi quand tu as la force, c'est pas simple, c'est déjà une préparation. Il y a déjà des problèmes d'équilibre entre les libertins et les diverses figures. Donc les patrouilles obéissent, de même que les orchestres obéissent à la baguette d'un chef d'orchestre, les patrouilles obéissent à l'atterrissage de piste. Ce qui est beau dans l'orchestre, dans le travail d'un orchestre, c'est le résultat mixé, le résultat final. Et donc, ça fait partie également du travail des leaders, mais ça fait partie du travail des équipes. Parce qu'à l'intérieur, c'est tout aussi magnifique que ce qu'on voit de l'avion à l'extérieur. Les dessins des ailes de l'avion en particulier, que c'est un autre cas, tellement l'avion c'est petit. Vous avez les épaules qui touchent les rails latéraux de la verrière. On est vraiment, encore une fois, là-dedans, on est comme le bébé dans le ventre de sa maman. Un seul coup, c'est l'amour. Et à partir de là commence, c'est étonnant, une relation entre un être vivant et une machine qui finit par une osmose. Un speed, c'est pas un avion très comme les autres. Merci, monsieur. En même temps que cette bataille d'Angleterre s'est déroulée, juste avant s'était déroulée la bataille de France. Il est aujourd'hui Atos 3. Les armées ont depuis longtemps mis
mis à profit le domaine spatial pour assurer des fonctions d'appui aux opérations. Ainsi, l'armée... La patrouille de France célèbre cette année ses 60 ans. C'est l'excellence. Et vous l'avez peut-être remarqué cette année. Précision au service de l'audace. C'est bien entendu pour partager ces valeurs que l'armée de l'air et de l'espace s'est tournée cette année vers les escadrilles Air Jeunesse. Pour 400 jeunes de 12 à 25 ans, c'est une première expérience dans le monde de l'aéronautique et de la défense. Devise des aviateurs qui servent dans les unités de transport. Le box avant pour sa mise d'eau synchronisée. Elle est en permanence, en opération extérieure, au Levant, depuis bientôt 6 ans, et au Sahel, depuis 2013. Arrière s'apprête maintenant à nous. À seulement quelques dizaines de mètres du sol, la sécurité aérienne reste la priorité de toutes nos missions. Messieurs, le cœur de la patrouille de France, sous vos applaudissements. Votre patrouille, mesdames et messieurs, la patrouille de France.
quand même sur un territoire aéronaval immense, voulait se doter d'amphibies capables d'occuper des missions extrêmement longues au-dessus de l'océan. Et la firme Consolidated Baltic, qui plus tard deviendra Convair, avait dessiné un peu plus gros comme le DC-3. Le Catalina vient se poser, le voici, et je reparle de Qantas et de ces Catalina. Comme l'Australie était complètement isolée là-bas de l'autre côté du monde, dans le Pacifique, la Qantas avait récupéré 6 Catalina avec lesquels ils avaient monté alors qu'ils étaient en vol. Des gros réservoirs, il fallait donc des avions relativement gros pour des monomoteurs. Séquents et monoplaces sont quand même des grands avions. Quand on grimpe dans le cockpit, on a l'impression de monter dans une grosse locomotive d'autrefois. On a l'impression de grimper à bord d'une Pacific 231, où il n'y aurait qu'une seule place à bord. Devant, il y a 4 mètres et demi de fuselage à refus sur d'énormes moteurs et dans un avion qui était quand même pas du tout et s'il y a une musique qui va bien avec le Corsair, même si à l'époque elle n'était pas encore d'actualité, c'est le blues façon Texan, façon Atlanta, Georgia, tel que pratiqué par Stevie Ray Vaughan. Vous voyez dans un Corsair avec un paquet de jeunes sans filtre, le Corsair qui nous vient d'Angleterre, le leader, celui avec le capot moteur jaune qui appartient à Sons de la marine, mais à la limite je pense que quelque part celui que autrefois il était bien Baptiste Salis, des tigres volants en Chine en 1941. Et ensuite, il avait été littéralement lourdé de la marine américaine car c'était une des unités de chasse les plus efficaces de tout le Pacifique Sud. Depuis 2009, il réalise des démonstrations des capacités de manœuvrabilité exceptionnelles du Rafale.
faut-il? Eh bien, il faut savoir que le capitaine Toul est également moniteur de ski, d'où son surnom Chousse. Mesdames et messieurs, c'était le Rafale Solo Display avec à son bord le capitaine Toul. Vous pouvez l'applaudir, merci pour lui. Et qui, c'est pas qu'il a un problème au décollage, c'est simplement que Mika Brajo, qui le pilote et qui est un grand pilote de voltige, instructeur dont Mika Brajo utilise, c'est sa capacité d'avion de voltige. C'est un avion de voyage, c'est un Beech, il est extrêmement solide, il est construit aussi solide que le pont de Pontarville. Et là, avec des commandes de vol délicieuses et avec une structure extrêmement costaud, et ben la tentation était grande d'aller chercher dans les petits coins pour voir si on pouvait sortir de cet avion des figures de voltige, certes élémentaires, extrêmement gracieuses car très dépliées, il ne tire pas à pleine main, hein. Il ne tire pas sur ce manche comme un canut, non, il y va vraiment avec le gras des doigts, il pilote l'avion avec une délicatesse infinie, de façon à pouvoir en tirer des arabesques, et, tout en restant à l'intérieur. Mais
moment, l'avion, il ne sait pas vraiment s'il vole sur le ventre, s'il vole sur le dos. L'avion, le baron, et on va rester dans la voltige aérienne, mais dans un tout autre registre, en demandant au cadre noir de l'aviation française. 2018. C'est le capitaine Victor Laloué, 3300 heures de vol à son actif. Le seul pilote de chasse et de transport de l'équipe. Il a été pilote de chasse sur Mirage F1 CR à Reims avant de rejoindre l'escadron d'entraînement et de calibration Villacobé sur TBM 700 en 2010. Il a intégré l'équipe de voltige de l'armée de l'air en 2015 et devant vous, il exécute l'éventail. Et que nous remercions. Nous avons ce week-end également l'aspirant Cassandre qui fait de la communication pour l'équipe que vous pouvez retrouver actuellement sur le petit stand de l'unité qui est dans l'ouest du site. Elle sera accompagnée de notre marqueur opération, l'aviateur Curtis Graff. Les avions, vous avez pu le remarquer, effectuent une voltige synchronisée, c'est-à-dire qu'ils se sont séparés de quelques centaines de mètres et effectuent les mêmes figures de voltige de façon la plus synchronisée. C'est espacé de 2 mètres qu'ils se séparent maintenant. Magnifique croisement, inversion et ça repart sous facteur de charge négatif à la verticale. C'est la figure suivante, la passerole. Pour passer sur le dos, je négocie maintenant. Claire. Continue pour la passe. Le leader Popov sur le dos, Vico sur le ventre en miroir et c'est Bryce qui effectue cette série de barriques. Mesdames, messieurs, l'éclatement final de l'équipe de voltige de l'armée de l'air. Messieurs de l'armée de l'air, merci encore. Jim Morrison, The Doors. À cette époque-là, dans les années 60 et 70, on écoutait ça un peu partout sur la planète. C'était notre musique. Et le soir à la télé, les parents regardaient ce qu'on n'appelait pas encore les news, on appelait ça le journal télévisé. Et ça nous parlait de nouvelles qui nous venaient d'un autre bout du monde.
l'avait même baptisé avion anti-guérilla. C'était pas des avions de guerre, c'était des avions faits pour mener une guérilla. Celui-là avait été concocté en Californie. On l'avait surnommé le Bronco. C'était un avion d'observation et de bombardement léger, capable de se poser sur des pistes totalement... Le plus bizarre, c'est que ça venait personne. Troubled water. Pendant que dans le ciel, les avions et tout le savoir-faire des gens qui sont basés ici, qui savent aussi bien qui pratiquent l'histoire et qui ne suffit pas le fait de la lire dans les bouquins. Lire dans les bouquins, c'est nécessaire. Mais il est encore plus intéressant de... Comme on le sait que trop bien, voler, c'est une discipline qui exige de ne pas tricher. On peut pas tricher avec sérénité, en état de fonctionner des mécaniques. C'est vérifié. Si certains d'entre vous se sentent des envies de monter au ciel au jour de leur vivant, d'apprendre à piloter, de voler, quel que soit leur âge, car c'est un truc qui appartient à n'importe qui, surtout ne vous gênez pas. On est ravis de vous avoir eu à bord aujourd'hui et on vous retrouvera en tout cas pour certains d'entre vous demain probablement, et en tout cas l'an prochain. Voilà, les deux T28 sont posés.